sans le micro, parce que c'est quand même plus confortable. Sinon, je vais vous dire un secret, la première rangée est vide. Donc éventuellement, pour ceux qui n'entendraient pas, voilà. Voilà, eh bien, on va vous lire des extraits de nos lettres. Donc, pour planter le décor, Lenka tchèque arrive en France en janvier 93, et moi, française, j'arrive à Prague en janvier 93. Et ce livre est fait de nos expériences, de nos regards croisés sur nos pays respectifs, quand on ne comprend pas ce qui se passe, une bonne rencontre, une mauvaise rencontre, une petite curiosité, on lui dit passe-moi le décodeur, il me manque une clé, j'ai pas tout le code. Et donc voilà, on s'explique les choses et puis on partage nos impressions, l'apprentissage de la langue. Pour moi, le tchèque, je parle beaucoup moins bien que Lenka, le français, mais donc j'ai une excuse. C'est que moi j'ai vécu à Prague avec un Américain, et elle a vécu en France avec un indigène. Donc voilà, c'est mon excuse. Et donc là, tu peux déjà Archivaska. Voilà. Donc le mieux, pour vous donner une idée du ton de ce livre, c'est de lire. Oui. Pour le plaisir, on lira aussi quelques extraits en tchèque. Bon, tout le monde peut-être ne comprendra, mais pour la mélodie de la langue. Alors, jeudi 7 janvier 1993, chère Lenka. J'y suis enfin, me voilà pragoise. J'avais hâte. J'ai aimé ce stage d'études à New York, mais à la fin du séjour, je n'avais plus que Prague en tête. Je me suis posée pour les fêtes en Bourgogne et je suis remontée à Paris pour prendre ce fameux avion. Il y avait un tel brouillard qu'on a failli être détourné sur Bratislava faute de pouvoir atterrir sur l'aéroport de Luzigne. Mais bon, finalement, après quelques petits tours, on s'est posé. Luzigne, c'est le nom d'une prison aussi, paraît-il. Il serait peut-être judicieux de changer le nom de cet aéroport maintenant que le rideau est tombé. Larguée et heureuse, je suis montée dans la Renault 4L délabrée et brinquée d'Alexandre. Tu sais qu'il fait sensation avec cette voiture Ducati à Prague. Même les mômes se retournent et la montrent du doigt. Ils ont l'air ravis de voir une voiture de l'Ouest plus pourrie que la pire des Lada. L'atmosphère pragoise m'oppresse un peu, comme l'odeur âcre du charbon, la rouille et l'herbe qui pousse entre les pavés, le bas des immeubles qui s'effritent, les couleurs voilées, vert, rouge, marron, terre, et lourd, les gens au teint fatigué. Alexandre ne voit rien de tout ça, son enthousiasme le rend immune, il rayonne. Il dessine les plans de sa future librairie, organise les travaux de rénovation de notre appartement, me répète qu'un pays qui a vu naître Ravel à Blarsous. Moi je sais qu'il t'a vu naître toi, bien sûr que je m'incline devant Ravel, mais c'est le souvenir de l'évidence et de la joie de notre rencontre qui me rassure, moi. Mais ne crois pas que je ne suis pas heureuse d'être ici. La beauté de la ville, je la vois sous ses voiles tristes. J'ai trouvé chez un bouquiniste, dans une vieille édition française, Les têtes de chien de Vierasek. Avec Rosina, je me suis perdue dans ces forêts de sapins que j'imagine semblables à celles que l'on traverse en route vers Pisane. C'est une lecture très romantique, décalée. Pourtant, par des détours, cela m'aide un peu à comprendre où je suis parce que souvent je me le demande. À New York, je ne me le demandais pas. Il me semblait, dans les grandes lignes, saisir où j'étais, le pays dans lequel j'étais, ce qu'il avait fait. À Prague, alors que contrairement à New York, je me suis d'emblée sentie chez moi, je veux dire en Europe, je ne sais pas où en Europe. Je bloque sur l'Empire austro-hongrois. Je découvre la sculpture ici. Jamais en France je n'avais fait attention aux sculptures. C'est sans doute parce que la sculpture là-bas est au centre de l'espace, dans les parcs, églises et châteaux, à sa place. Une place tellement convenue qu'on ne la voit plus. Ici, il y en a partout, dans des endroits que moi, française, j'identifie comme inattendus. Elle déborde. Des titans soutiennent les linteaux de porte, une femme aînée sous un balcon regarde ailleurs, un mouton rouge trône au fronton d'une façade. Sur un immeuble du quai Alchoro, Alexandre et moi avons adopté deux poutis tout noircis. Même sous la couche épaisse de pollution, leur charme perce. Ils lorgnent depuis leur balcon vers l'intérieur de l'appartement. Deux farceurs au sourire érodé, mais résistants. Tu vois quel immeuble, je veux dire. PS. Je relis et je suis choquée de ce que je viens d'écrire. Je dis que quand j'évoque la Tchécoslovaquie, je pense Empire austro-hongrois, et je ne mentionne pas la Deuxième Guerre mondiale, qui a très logiquement suivi la honte de Munich, ni le mur qui a coupé l'Europe en deux, c'est un comble, alors que la période qu'on nous a enseignée des lycées, que j'ai moi étudiée longuement pendant mes études supérieures, c'est celle de la guerre froide, du rideau de fer, bien plus que la place de la bohème dans l'Empire.
Je ne comprends pas mon réflexe. En plus, voilà que la Tchécoslovaquie se coupe en deux. Ça va simplifier l'accès à l'histoire ou me le rendre encore plus compliqué. Là, je réponds en tchèque. Milá Anno, pátek 5. února 1993. Tvůj dopis mi udělal takovou radost. Zatím v angličtině, ale snad ne na dlouho. Kdy dostanu tvůj první dopis v češtině? Sama se trápím s francouzštinou hlavu plnou slov. Francouzka žijící v Praze a Češka v Paříži. Zdravím tě zpátky v Evropě a to v jejím srdci, tak se to v Praze říká. Já Prahu nedávno opustila, minuli jsme se o fous. Konec roku jsme strávili s mojí rodinou, velmi podivný konec roku. Konec země, který není ani oslavován, ani oplakáván. Ticho a klid vládli v ulicích měst 1. ledna, neslavili jsme ani zánik Československa, ani zrození České republiky, jak divně to zní, a Slovenska. Na Vánoce jsem přijela do jedné země a o pár dní později odjíždím z jiné a ty se ptáš, kde jsi. Všichni Češi si kladou tuhle otázku a už dlouho. Tak dlouho, že se z ní stala naše hymna. Všichni s Bohem zpíváme, kde domov můj, kde je moje vlast, kde je moje země, moje doma. Ztratila jsi už někdy v Praze? Ztrácím se ráda kdekoliv, ale v Paříži je to ještě krásnější. Hodiny a hodiny bloumám, aniž bych věděla kudy a nemířím nikam. Odmítám číst plán města, na můj orientační smysl se nespoléhám, žádný nemám. Obdivuj terasy pařížských kaváren. Lidé na židlích nebo v křesílcích sedí ve 3-4 řadách na chodnících a když prší, za velkými prosklenými vitrínami kaváren. Jsou diváky a vystavenými díly zároveň. Jaká krása. Lidé, kteří se prostě dívají na svět, ukazují se světu, jsou hrdí, kteří spolu mluví. Paříž byla a je pro mě cosi jako blízká neznámá. Moje představivost byla živená literaturou, díky autorům jako Balzac, Dumas, Hugo, Flaubert, Zola a dalším, a také obrazy, které jsem viděla v knihách o malířství. Mé první procházky po Paříži byly románové. Čekala jsem, že potkám Madame Bovary, že spolu půjdeme nakupovat do Samaritain a že si dám skloničku za sponzit do 4 mušketýrů v kavárně centra Pompidou. Že se budu moci dívat přes rameno Monetovi a Caillemotovi a sledovat, jak na rohu ulice malují pařížský život. Kdo by si jen před pár lety pomyslel, že i my Češi budeme moci jednou navštívit Paříž nebo jakékoliv jiné místo, jinou zemi, o níž jsme mohli jenom číst a možná tajně snít. Tak hltám Paříž nenasytná a plná strachu, že by mi mohl zase někdo zakázat. Bon, après en français. Ma chère Anne, vendredi 5 février 93. Quelle joie d'avoir de tes nouvelles. En anglais certes, mais pas pour longtemps. Hein. À quand ta première lettre en tchèque? Pour moi, je me débat déjà dans le français des mots jusqu'au cou. À la française qui vit à Prague, à la tchèque à Paris. C'est bon de te savoir en retour en Europe. En son cœur, c'est ce qu'on dit à Prague. Je viens de la quitter. On s'est croisés et manqué de cheveux. Quelle fin d'année singulière, la fin d'un pays qui n'est ni pleuré ni célébré. Le silence et le calme régnaient dans les rues en ce 1er janvier, comme si de rien n'était. On n'a fêté ni la disparition de la Tchécoslovaquie, ni la naissance de la République tchèque, ni de la Slovaquie. Arrivé à mon Noël dans un pays, j'en quittais un autre quelques jours après, et tu te demandes où tu te trouves. Mais tous les Tchèques se le demandent, et depuis longtemps. Si bien que c'est devenu notre hymne national. On chante tous en chœur, Kde domov můj, où est ma patrie, où est mon foyer, où est mon chez-moi. Est-ce que tu t'es déjà perdu à Prague? Je trouve ça merveilleux de me perdre n'importe où, mais à Paris, c'est encore plus délicieux. Je me promène des heures et des heures, je refuse de lire le plan, je compte pas sur mon sens de l'orientation, j'en ai aucun. J'admire les terrasses des cafés parisiens. Les gens sont sur 2, 3, voire 4 rangs de chaises ou fauteuils sur le trottoir, ou s'il pleut derrière les grandes verrières, à la fois en exposition et en spectateur. Quelle beauté! Les gens qui se montrent, qui se regardent, qui sont fiers, qui se parlent. Paris était pour moi une espèce d'inconnu familier. Mon imagination était nourrie par la littérature, Dumas, Stendhal, Hugo, Balzac, Flaubert, Zola et d'autres, par les tableaux vus dans les livres de peinture. Mes premières promenades à Paris étaient des romans. Je m'attendais à croiser Madame Bovary, à faire les courses avec elle à la Samaritaine, prendre un verre avec au moins un des 4 mousquetaires au café Centre Pompidou, pouvoir regarder par-dessus l'épaule Monet au Caillebotte, dessiner au coin de la rue la vie parisienne. Qui aurait cru il y a quelques années qu'un jour, même nous les Tchèques, nous visiterions Paris, ou toute autre ville, pays ou endroit, que nous pouvions lire et rêver en secret. Alors je dévore Paris avec frénésie de peur qu'on me l'interdise un jour. Tu parles de la noirceur d'Aprinde. Je ne la voyais pas. Maintenant, je comprends ce que tu veux dire.
Paris a une couleur tout autre. C'est cette variété des gris qui lui donne ce charme, cette élégance inimitable. Je dis bien les gris parce que Paris, c'est la ville qui a su hausser les gris sur l'Olympe des couleurs. Ils peuvent prendre des nuances violacées, bleu, bleuté, rose, jaune, ocre chaud, éclatant tout terme. Jamais ennuyeux. Même l'hiver parisien est gris, gris mouillé et doux, une teinte que je ne connaissais pas. Je te voudrais à mes côtés lors de ces promenades perdues, qui déjà ne me suffisent plus. Je veux comprendre, pas seulement supposer, peser les idées reçues. Je voudrais que tu m'aides à enlever ces paillettes que Paris de mille lumières jette dans les yeux de ses admirateurs et qui commencent à me gêner. Paris et peut-être la France entière se parent de la beauté comme d'un bouclier protecteur. Au bout de combien de temps peut-on voir ce qui est derrière? Déjà, j'ai appris qu'il est impossible de se perdre physiquement à Paris. À un moment ou à un autre, on arrive à cette horreur de périphérique, la frontière entre Paris et ailleurs. Et puis, il y avait cet achat. Cet achat pour l'anniversaire de Jean-Louis, un ananas. Cela m'a amusée. Je me régale de cette nouveauté d'acheter des fruits exotiques, si accessibles que ça devient banal. De l'autre côté du mur, l'ananas, tout comme la banane ou l'orange, on les méritait au bout des queues sans fin et encore, seulement à Noël. Ne parlons pas de mangue, papaye, avocat. Pour moi, c'est toujours un peu Noël d'acheter un fruit exotique. Après tout, son fruit préféré, les poires. Je t'attends. J'attends ta lettre avec curiosité. Chalenka, tu délirais l'autre jour sur les fruits exotiques. Pour moi, l'exotisme à Prague, c'est d'aller à l'opéra, qui m'était pour beaucoup de raisons interdit à Paris. Et exotisme dans l'exotisme, c'est d'y croiser sous les ors, même un peu fatiguée, la petite grand-mère qui vit dans notre immeuble au premier souterrain, un peu comme un paria. De la voir là, sortir de sa loge, saper comme une princesse. Lenko, si je devais réapprendre l'allemand, je trouverais que c'est une blague, pour te dire que je frôle le traumatisme linguistique. J'ai eu un réflexe ridicule l'autre jour, je marchais sur ma Nessora, je rêvassais et j'entends une femme un peu fâchée parler à sa petite fille qui pleurnichait. Cette dame parlait en tchèque, bien sûr, et très vite. J'ai eu l'impulsion une demi-seconde de lui dire « Mais non, madame, il ne faut pas parler une langue si compliquée à un bébé et il ne vous comprendra pas. » La langue tchèque ne nous fera grâce de rien, ni de la double forme verbale, ni des trois genres, ni des 7 cas, ni des 2 pluriels. Ou pourquoi vous nous faites ça? Alexandre a eu un évangéliste dans son cours de tchèque l'année dernière, Bill. Il a dit à Alexandre que God lui avait dit « Bill, you got to go to Tchécoslovaquie. Bill, tu dois aller en Tchécoslovaquie. » Apprendre à dire Dobrý den lui a pris les 6 mois que durait le cours. Alexandre se disait qu'au moins son évangélisation ne ferait pas trop de mal. Le temps qu'il puisse évangéliser en tchèque, beaucoup d'eau passerait sous le plancher. Mais tu vas voir que la langue tchèque est une arme de poing très efficace contre l'invasion. Figure-toi que l'autre jour, Alexandre a croisé Bill, qui retournait aux États-Unis, parce que God lui avait dit « Bill, you got to go back home ». Je crois qu'il a dit à Alexandre que les évangélisateurs étaient payés $400 par tête de tchèque converti. The question is, combien a gagné Bill? Chut, à mon avis, pas grand-chose. Cette langue tchèque a vraiment de la ressource. Je te bénis avec elle. Chère Anne, de mon côté, j'ai maintenant une certitude. Non, je vais lire même le début. Ma chère Anne, septembre 93. Bienvenue dans l'univers de la langue tchèque. Langue souple, malléable, cela fait partie de ses charmes. Je pourrais t'appeler Anička, Angulka, Aninka, Anka, Ancha, Anya, Anenka, Panenka, Anulenka, Anushka et je ne sais comment encore. Pas de limite à l'imagination en ce qui concerne ce jeu avec les prénoms. À chaque humeur, à chaque occasion, on peut en trouver un. As-tu fait ton choix? De mon côté, j'ai maintenant une certitude. La langue française est une langue exceptionnelle. D'ailleurs, vous apprenez d'abord les règles ou les exceptions? À peine j'arrive à comprendre les règles que déjà une flopée de cases à part me poursuit. Donc j'ai abandonné l'idée d'étudier le français d'une manière organisée et j'ai plongé dedans la tête d'abord. Le cœur y était déjà. J'apprends avec mes yeux et mes oreilles. Plus j'avance, plus je veux le maîtriser. Et plus je m'y perds. Ou alors c'est juste une impression, parce que je suis comme secouée depuis quelques temps, parfois, d'une sorte d'orgasme intellectuel. Je comprends de quoi parlent les amis à table. Je comprends sans réfléchir. La belle mélodie du français s'est transformée en insensé, en quelque chose que j'ai entendu vraiment sans que je sois obligée de feuilleter le dictionnaire à toute vitesse ou bien demander plusieurs fois en anglais de quoi il s'agit. La langue n'est plus en dehors de moi, tel un outil dont j'aurais pas vraiment le mot d'emploi, c'est une merveille. Dis-moi que tu as connu ce moment-là dans la langue tchèque. Octobre 94, chère Anne.
Je suis de nouveau sur les bancs de l'école, rue de l'université. N'est-ce pas un endroit remarquable pour une école? Mais voilà, cette école. Parlons d'Europe. À l'école, nous sommes 40 étudiants de plusieurs pays de bloc de l'Est, comme on a l'habitude de dire. Nous sommes tous des ingénieurs de quelque chose, d'économie, du bâtiment, d'agronomie, de chimie, parfois un littéraire ou un avocat se trouve parmi nous. Dans notre promotion, nous venons de 10 pays. C'est pour dire que c'est très compliqué, je veux dire par là, de traiter ce bloc, ce groupe si hétéroclite d'un bloc, c'est difficilement acceptable. 5 ans après le début de la désintégration du rideau de fer, on continue à nous fourrer tous dans le même sac, alors que nous hurlons notre volonté d'exister par nous-mêmes. Ça demande beaucoup de temps de se libérer. On peut opiner que vive la France. Mais comment on peut nous traiter comme un bloc, comme une unité, quand certains Français se scandalisent, tout ça parce que tu ne vois pas trop la différence entre le 75 et 94 au-delà du code postal. On n'arrive pas à faire comprendre que les Polonais portent en eux une haine héréditaire des Russes, que ces mêmes Polonais regardent les Tchèques avec une sorte de condescendance, et que ces derniers se conduisent en grand frère Rouja envers les Slovaques, qui eux-mêmes ne peuvent pas rester longtemps dans une même pièce avec les Hongrois, sans que cela ne finisse par une vive dispute sur les minorités qu'ils partagent avec les Roumains. Et les Bulgares, qui font des efforts inimaginables pour démontrer que leur langue est très différente du russe. Et que dire d'Arturas, qui doit à chaque fois sortir la carte d'Europe, qu'il a tout le temps dans sa poche, pour prouver que Lituanie, son pays, est un État indépendant, qu'il existe réellement, tout comme un certain nombre d'autres pays, etc., etc. Tout cela n'est pas bien glorieux, mais au moins ça nous différencie les uns des autres. C'est ce qu'on veut, d'être considérés comme des individus. À part ça, Anne, j'ai une requête très pratique. Est-ce que tu peux me donner la mode d'emploi du bonjour en français? C'est urgent. C'est 2 bises, 3, 4 sur la joue, vraiment? Ou alors on fait juste semblant, on ne se touche pas, on embrasse l'air, on embrasse de l'air, on commence à droite ou à gauche? Et faut-il sérieusement que j'embrasse tous ces inconnus qu'on me présente un jour et que je ne verrai probablement plus? À la première présentation, je suis souvent perdue. Je déteste le moment où je me retrouve le cou tendu, la tête avancée comme une idiote en attendant la 3e bise, ou bien la personne se sent mal parce que je lui refuse la 4e. Rue de l'université, dans notre groupe disparate et pourtant uni devant la France, les garçons ont décidé d'un commun accord que 4 pour les bises est un nombre parfait. Tous les matins, on passe un temps fou à s'embrasser et on aime ça. Donc je t'embrasse plusieurs fois sur les joues, autant que tu veux. Cher Lenka, les préjugés d'abord. Il y en a bien ici aussi. Par exemple, que les Européens de l'Ouest se laissent couler douce pendant 50 ans, ou cette façon de réduire la France à Paris et ou à la Côte d'Azur, le tout également sous les palmiers. Car la France est tout entière écrasée au bord du golfe du Lion. Tu peux dire ce que tu veux, c'est écrit. Tu peux parler de la Manche, de la Bretagne, de l'Auvergne où il fait si froid, rien n'y fera. En France, il fait chaud et la France est un pays méditerranéen. J'essaie de dire que depuis la Bourgogne, ce n'est pas évident. On me sourit poliment. C'est moi qui ne sais pas de quoi je parle. Quant aux bises, va ton chemin ma fille, je ne peux pas t'aider. Je me fais avoir moi-même 2 fois sur 3. Toutes ces histoires de bises codées, c'était bon quand les communautés au siècle dernier étaient fermées, que les gens ne bougeaient pas de leur village. Maintenant que les populations bougent, même les Français, qui sont plus mobiles, c'est impraticable. Dans ma famille d'origine paysanne, les hommes s'embrassent de père à fils, d'oncle à neveu, mais ils serreront les mains des hommes, même proches, amis, hors famille. Tu le dis toi-même, ça change de région à région, de village à village, de famille à famille. Moi, je serre la main de plus en plus systématiquement, je prends les devants, plutôt que de rester la joue dans le vide comme une idiote. Fais pareil, avec un joli sourire, ça passe très bien. Mais s'il est beau, 4, of course. Anne, été 95. Au printemps, on était occupé par toute cette excitation autour de l'élection présidentielle. Quelle expérience! Encore une nouvelle facette de la France. Le Français est un animal profondément politique, croit fermement à l'universalité des droits de l'homme et voudrait bien que ce soit le cas du monde entier. On mangeait chez un ami. Il excusa sa femme, un peu fatiguée ce jour-là. Il nous raconta qu'elle avait dû prendre la pilule du lendemain parce que leur préservatif s'était déchiré pendant la nuit. Terriblement gênée, j'ai voulu changer de sujet de conversation et j'ai demandé pour qui il allait voter. J'ai reçu un coup de pied dans le tibia sous la table et un regard furieux de mon mari et un autre regard franchement surpris de notre ami. Il se contenta de me dire qu'il n'était pas sûr de savoir pour qui votait sa propre femme. Anne, s'il te plaît, dis-moi la vraie, la véritable recette de la sauce vinaigrette.
pour la salade. Je n'arrive pas à la faire aussi bonne que ma belle-mère. Pourtant, j'y mets tout comme elle. Huile d'olive, sel, poivre, vinaigre de vin rouge, herbes fraîches et même un peu de moutarde forte de Dijon. Et le résultat, décevant. Si jamais un jour je voulais demander la nationalité française, dois-je faire la sauce de la salade et la défendre devant un jury? Cela m'étonnerait guère. Cuillère à la main, je te salue. Cher Lenka, alors la vinaigrette, c'est comme la grammaire française. La règle est une mesure de vinaigre pour 2 d'huile. Mais, et là s'avancent les processions d'exception. Tout dépend de quelle huile et de quel vinaigre. Si tu utilises du vinaigre balsamique, du très bon, tu peux mettre un petit filet d'huile et beaucoup plus de balsamique. Si tu as un vinaigre de vin très fort, l'inverse. Si tu as une huile très parfumée, comme l'huile de noix, ta vinaigrette sera complètement différente selon que tu utilises un vinaigre à la framboise, un balsamique ou un vinaigre de cidre. Et tu sais quoi, une belle échalote, rien ne vaut un bel échalote. Et le dosage de la moutarde, ouais, je crois que je n'ai pas répondu à ta question. Eh bien, en fait, il faut y aller petit à petit et goûter, goûter, goûter. Un petit passage sur l'Europe, sur le non-fût, oui, qui n'est pas très agréable. Mais voilà, c'est des sujets qui fâchent. L'Europe et l'intégration dans l'Union. Illustration de la naïveté. Oui, naïveté ouest-européenne. Écoutez un peu la situation tragique ou comico-tragique dans laquelle on s'est retrouvé un soir. Une connaissance polonaise s'est mise hors d'elle parce qu'un copain allemand parlait des Polonais et des Tchèques qui allaient rentrer en Europe. Elle est devenue hystérique. Pour qui vous prenez-vous, vous qui avez laissé cette prison se refermer sur nous? L'Europe c'est nous, on ne fait pas la mendicité, on réclame notre dû, il va falloir partager le gâteau maintenant, etc. etc. Les Tchèques, en tout cas ceux que nous rencontrons, sont plus mesurés, prudents peut-être avec leurs émotions, mais je crois que cette dame exprimait un sentiment partagé. J'ai compris la rancœur de l'après-guerre, je crois, l'accumulation de trahisons qu'ont subi les peuples de l'Est et du centre de l'Europe, l'arrogance des Ouest européens et américains qui investissent aujourd'hui la place économiquement comme s'ils avaient inventé la poudre. Si seulement les Européens de l'Est avaient la sagesse de faire le tri dans tout ce qu'on leur balance. Bref, pour en revenir à l'Europe, je fais toujours attention quand je parle de ce sujet qui me touche de ne pas faire de raccourci, de bien dire intégration à l'Union européenne, c'est-à-dire juste à une structure légale. J'avais parlé de ce sujet avec ce copain allemand et comme moi, il attend la réunification de l'Europe avec impatience. Rentrer en Europe était un raccourci impropre, c'est vrai, mais il était si loin de nier l'appartenance européenne à vos pays, si loin. Et puis elle, à la fin, elle m'a énervée, elle était si hargneuse à revendiquer son dû, elle n'a rien compris aux conditions dans lesquelles la communauté européenne est née en 1957. L'Union européenne n'est pas un gâteau qui a toujours été et sera toujours, on se partage, c'est un processus, une performance, genre art éphémère. Alors revendiquer quoi? Le calcul et les prix ne sont pas toujours là où il est convenu de les voir. Je vous en passe. Anne, j'aime penser que notre pays d'origine est exotique pour l'autre et qu'il le deviendra pour nous-mêmes. Tu vas finir par connaître Prague mieux que moi, et bientôt ce sera moi qui te donnerai la recette du bœuf bourguignon. Exotique, exotique, est-ce que j'ai la gueule d'une exotique? J'avais envie de m'écrier hilar en te lisant pour te montrer à quel point je deviens française. Tu te rappelles Arletty? Je les utilise parfois mal à propos, mais quand même je les utilise la référence culturelle française. Mais une chose est franchement curieuse, je ne peux pas faire des jeux de mots en français, je te jure, c'est frustrant. Quand fière de moi, j'arrive à sortir une blague, jeu de mots, à faire une allusion, un parallèle un peu fin, enfin c'est ce que je crois, je suis même sûre de mon coup, un silence bien pesant s'installe, puis on me corrige. C'est gentil, n'est-ce pas, de vouloir m'aider? Mais je passe pour une idiote, donc j'explique, je m'explique, que je savais. Pour couronner le tout de temps en temps, après m'être justifié, les plus gentils sourient ou rient tout de même. Ça devient triste. L'humour est imprévisible et inexplicable. Il exige un rythme, un ton. Il faut un savoir tout particulier pour le servir. J'en déduis qu'en français, je ne suis pas une comique. Mais quelle nouvelle liberté que de saisir les allusions, de rire au bon moment dans le film ou une discussion, de le sentir, de le comprendre, ça fait du bien. Est-ce qu'il existe un humour européen? On pourrait commencer l'élargissement par là, non? Quand on arrivera à rire tous de la même chose, sans autres indications, rire maintenant, ce sera absolument extraordinaire, triomphal. Ouais. Chère Lenka, Ukni Romola, c'est la librairie internationale que mon mari a ouvert à Prague en 1994. Ukni Romola aura vu passer tant de monde, de jeunes artistes, musiciens ou peintres, des employés de tout poil, de la petite punk tchèque au pseudo-philosophe monténégrin.
Et ce jour, la petite punk a cru reconnaître un de nos voleurs. Elle s'est mise à hurler « Oh, Zodiac, Zodiac !» C'est lui, au voleur, mais c'était Monsieur Schmitt. Je n'étais pas là quand c'était arrivé. Monsieur Schmitt a été sonné, paraît-il, lui qui a beaucoup d'humour, n'a pas apprécié la blague. Alexandre lui a offert un verre. Monsieur Schmitt est joueur, c'est certain, mais voleur, non. La petite punk s'est excusée. Je t'ai déjà parlé de lui, de Monsieur Schmitt. Quelques jours après l'ouverture officielle en 1994, il est entré pour la première fois dans la librairie. Je le revois, casque de cheveux blanc-neige, descendre très lentement les marches, s'arrêter à mi-escalier pour bien observer l'endroit. Il est resté là à dévisager les gens sans vergogne, comme un roi qui prend possession d'un nouveau royaume. Sourire aux lèvres, parfois narquois, parfois doux. Il parle très bien anglais, pas mal le français. Il a des yeux d'un bleu d'azur pétillant. Qu'est-ce qu'il a dû faire tourner la tête aux femmes, celui-là? Il cherchait un livre de contes irlandais et il voulait en discuter le prix. Je lui avais gentiment fait remarquer qu'on n'était pas au sou. Et lui m'avait rétorqué « Allez, pour ce que vous nous avez fait en 38, un petit rabais. » Mais il avait ri aussitôt. Arrivé à la caisse, il a fait mine de réfléchir encore, puis il a déclaré qu'il paierait le prix des contes irlandais, pas parce qu'il le devait, mais parce que j'étais divine, et qu'il espérait que mon mari meure bientôt. Je crois qu'il l'a même dit devant Alexandre qui en vient. Et à chaque fois que je le croise dans la rue, il me demande poliment des nouvelles de monsieur mon mari, et se dit désolé qu'il aille bien. Il me fait la conversation, surtout en anglais, un peu en français, un peu en tchèque, le tout truffé de sous-entendus plus ou moins subtils. Ça m'est égal, j'ai un faible. Il soulève son chapeau et s'éloigne. Il m'a dit qu'il avait travaillé en Inde du temps des bolcheviks. Les copains tchèques en déduisent des tas de choses sur les contacts qu'avait pu avoir M. Schmitt. Son gendre est policier dans le quartier. Parfois, il passe en voiture de service assis à côté de son gendre qui conduit. Et si M. Schmitt me voit à temps, il joint les poignets pour me faire croire qu'il est menotté et il m'appelle à l'aide. Je ris toute seule dans la rue, les gens doivent me croire folle, quel théâtre. Mais je l'aime tendrement sans rire. Pourquoi est-ce que je te parle de lui? Ah oui, il y avait un moment que je ne l'avais plus rencontré. Et ce matin, je l'ai vu déboucher du Panalki pour remonter Manitoba. Il a beaucoup maigri, il marchait voûté en s'appuyant lourdement sur une canne. Ça me fait mal. Anne, j'ai couru acheter ma première baguette en payant avec des euros. C'était assez étrange. C'était comme si j'avais été tout d'un coup dans un autre pays. Tu sais, toujours ces calculs, ça fait quoi en telle ou telle monnaie? Ce qui coûte moins cher ou plus cher par rapport à ce qu'on connaît. Alors j'étais acheté cette carte postale, ta première européenne. Bon, ou le cabanon dans les champs de lavande en fleurs. Au mois de janvier, ça donne un peu de couleur. Avec les enfants, on a fait le petit train avec les nouvelles pièces sur la table. On les soupèse, on les ausculte, on les trouve belles, brillantes. Il faut les apprivoiser. L'Europe d'approche. Maintenant, il va falloir vraiment compter avec. 1010. Chère Lenka, c'était bien cette longue conversation téléphonique. Non, mais attendez. Oui, troublante soirée hier, Lenka. Au restaurant grec sur Kubelikova, autour de la table, un homme d'une cinquantaine d'années, tchèque, émigré au début des années 80 en Suède, auquel a été restitué un immeuble à Žižkov, à 2 pas du resto. Immeuble dont il assure la possession avec son frère et sa sœur. Il y avait autour de la table une amie tchèque, un de ces spécimens généreux et déjantés qu'on ne trouve qu'ici, échappé de Tchécoslovaquie où elle étouffait littéralement au milieu des années 80, revenu d'un périple autour du monde qui l'a fait passer par le Moyen-Orient, l'Afrique du Sud, pour finir aux États-Unis avant de revenir au pays au milieu des années 90. Il y avait aussi ce prince tchèque qui avait une vie bien rangée en Angleterre, aujourd'hui restitué d'un immeuble pragois, d'un château en province et de quelques bois dans le nord de la Bohème, accablé de problèmes juridiques qui l'opposent à d'autres branches de la famille. Il est revenu après la révolution de velours dans un pays qu'il a quitté enfant pour solder une histoire familiale douloureuse. Si différents que ces personnages soient, les écouter partager leurs expériences du retour était édifiant de tous les retours, sans doute, pas seulement des Tchèques en pays tchèque après la chute du mur. Difficile de partir, mais encore plus de revenir. Pour le premier de ces personnages, difficile entre autres parce que le grand immeuble familial et ses appartements originaux ont, sous le précédent régime, été transformés, les espaces agrandis ici, rapetissés là, pour brouiller encore un peu plus les choses dans les années 70, tant de mètres carrés avaient été achetés à tel organisme d'État, à tel étage par quelqu'un d'extérieur à la famille, puis revendus ou échangés, je n'ai pas bien compris. Bref, en 1989, le grand immeuble était divisé en mètres carrés et les héritiers spoliés en 1948 se retrouvaient propriétaires de pourcentages d'espace dont personne ne savait quels appartements ils recouvraient. Ni de guêpes qui infestent les relations entre les membres de la famille, 17 ans encore après le changement de régime. Sans compter que ce monsieur, le Suédois,
disait se sentir mal depuis son retour, mal parce qu'au-delà de l'imbroglio juridique à démêler, il était perçu, disait-il, par sa famille et ses voisins comme le chanceux qui avait quitté le pays et qui avait bien vécu pendant qu'eux en bavaient, sous-entendant qu'il n'aurait jamais dû revenir revendiquer son dû. Il disait que c'était le monde à l'envers, que les héros, les résistants n'étaient pas ceux qui avaient eu le courage de partir, mais ceux qui étaient restés. Il exagère le trait. J'ai d'autres amis tchèques dont les familles ont été spoliées, dont certains frères ou sœurs sont partis quand mes amis ont fait le choix de rester. Même si les relations ne sont pas toujours faciles, ils n'ont pas de sentiments aussi caricaturaux. Pourtant, je sens que ce qu'il exprime a sa part de vérité. En tout cas, lui dit qu'il repartirait s'il n'avait pas tout sauvé là-bas en Suède. Si sûr qu'il avait été de retrouver sa place dans la société tchèque. Notre globe-trotter, elle, excellente pâtissière, qui a gagné des concours internationaux de pâtisserie, notamment en France, se débat pour imposer une manière de faire à la mode internationale, plutôt à sa manière à elle toute seule, compétente et radicale. Résultat, elle a mis beaucoup de poils au feu, école de pâtisserie, émissions de télé, magazines spécialisés, mais aucun projet ne semble s'épanouir à sa mesure, malgré le travail fourni et la volonté qu'elle y met. Nous pensons, et elle aussi le comprend, que sa personnalité hors norme fait peur. Alexandre et moi aussi, qui l'aimons tendrement, son énergie fait peur. Et parce que c'est une femme, c'est elle qui le dit, quand elle débarque quelque part pour apprendre à ces messieurs toqués au pays ce qu'est un concert, forcément les mecs se cabrent et tirent à vue sur cette gigantesque boule blanche qui déboule dans leur cuisine. Elle dit qu'elle se donne encore 4 ans et que si elle ne trouve pas sa place, elle s'arrachera à nouveau pour la trouver ailleurs. Et notre prince, indigestion de problèmes juridiques en avalanche, indigestion de sentiments troubles qui l'empêchent de mener un quotidien apaisé, lui qui était revenu entre autres pour faire la paix avec le passé. Il était parti pour un long voyage en Amérique du Sud, il est revenu mince, bronzé, un doux sourire aux lèvres. 2 jours après son retour, sans mentir, soirée du restaurant grec hier, il avait le teint vert et son ulcère à l'estomac s'était réveillé. Citation de Colette, « J'appartiens à un pays que j'ai quitté ». Vous l'avez écrit en temps réel ou avec... Non, c'est retravaillé. Il y a des choses qui sont pratiquement intactes, mais évidemment, il y a un travail de réécriture sur le texte. La jeunesse du projet, c'est dès le départ que vous aviez eu l'idée de faire un Non, c'est c'est en fait mon éditeur tchèque, quand elle a su notre histoire avec Anne, elle m'a dit « Oh, mais c'est quand même très intéressant, votre vie, vos histoires, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose ?» Et avec Anne, on s'est saisi de cette pichenette qu'elle nous a donnée. Voilà. Donc le projet est né un peu comme ça non, c'était pas construit dès le début, on s'est pas écrit, on pensait on va faire c'est pour ça qu'il y a justement une réécriture sur certains textes, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont écrits exactement en temps. Quelle est votre histoire justement avant les lettres? Qu'est-ce qui a fait que vous écrivez? En fait, vous vous connaissiez avant? Vous avez découverte En fait, l'histoire avant les lettres, c'est une histoire banale des jeunes filles qui tombent amoureuses et qui suivent les élus de leur cœur. Et il se fait que c'était dans un orgueil respectif. Donc en fait, c'était... D'où d'ailleurs le livre commence vraiment quand on décide de s'installer dans le pays de l'autre. Parce que les histoires avant, on avait... Voilà, moi j'ai grandi en République tchèque, en France. Dès que moi j'ai pu bouger, parce que c'était plus difficile pour moi évidemment de bouger, je suis partie en Europe et j'ai rencontré Anne à ce moment-là qui elle, c'était pas forcément plus simple parce qu'on ne quitte pas non plus peut-être la Bourgogne facilement, mais si. Oui. Mais voilà, donc c'était les voyages qui nous ont amenés à se rencontrer. En fait, ce livre a déjà une séquence de vie. Est-ce que tu pourrais parler de la première? Oui, alors voilà, l'extrait en tchèque était tiré donc
le livre dans sa version tchèque qui s'appelle Prioritaire, ce qu'on met toujours d'ailleurs en République tchèque pour les lettres qui quittent la frontière, enfin les lettres internationales. Et ce qui est joli de l'histoire de texte, ils étaient rédigés en français, donc après je les ai traduits en tchèque et on a fait un retour en français quelques temps plus tard quand Jérôme, l'éditeur, a été bingo pour la parution. Donc c'est vrai que même le texte en fait fait un va-et-vient, un petit voyage entre les langues, entre les pays. Donc c'est vrai que c'est une vie assez jolie. Et pour nous, le fait que le livre existe, que les textes existent dans les deux langues, ça fait c'était important que ça vive. Est-ce qu'il y a eu des échos par rapport à l'édition tchèque du livre? Oui, j'ai des bons échos. Enfin, lors des lectures qui sont organisées en République tchèque, ça plaît. Enfin, Anne a lu en République tchèque en tchèque, donc là, les Tchèques sont ravis. Je ne vous ai pas fait le coup ce soir. Mais c'est très bien reçu. Et il se peut, enfin bon, c'est un projet en discussion que la radio tchèque prendrait probablement les extraits pour les lire à la radio, ce qui évidemment ajoute encore, enfin, donne une autre vie en plus à cette correspondance. Donc, Et c'est vous qui... Non, je pense que là, non. Même pour une autre lecture d'un livre, c'est pas moi qui est publié en radio tchèque, c'est pas moi qui va lire. Je pense que là, il faut une voix professionnelle qui maîtrise 28 minutes de lecture pour tenir l'auditeur en haleine. Voilà. Quelle est la fréquence de votre correspondance? C'est très irrégulier. C'est très irrégulier parce qu'il y a des moments, bon après il y a aussi les emails, les coups de téléphone, des visites, donc c'est quelque chose qui, et même là les calendars ne sont pas forcément exacts par rapport au moment précis, mais voilà, il n'y a pas une... Enfin, si Anne, avant, elle disait qu'elle avait vendredi de correspondance avec Alexandre, donc c'était quelque chose de régulier, mais nous on n'a pas eu une périodicité comme ça établie au convenu. Et toutes vos lettres sont écrites en anglais ou étaient écrites en anglais ou vous avez quand même essayé après écrire aussi en tchèque? Parce que vous êtes posé cette question, quand je vais écrire pour la première fois la lettre en tchèque? Non, je ne peux pas écrire en tchèque. Mon tchèque est trop pauvre, trop incertain pour que... Donc, les lettres ont été écrites en français, elles ont été traduites par Lenka. Et donc en tchèque pour la parution de ce livre. Et voilà. Mais je suis incapable d'écrire en tchèque. Ce serait douloureux. Par contre, elle peut dire en tchèque, elle me dit ah non, c'est pas ça que j'ai écrit. Oui, par contre, j'ai quand même écrit des temps, donc elle n'a pas pu m'avoir. Je n'ai pas pu raconter les carabistouilles. J'étais obligée de respecter. Donc par contre, c'est une traduction autorisée. Oui, Voilà, validé. Qu'est-ce qui reste, à part la langue tchèque, irréductible aujourd'hui, que pour vous, incompréhensible encore de la culture tchèque? Et pareil, dans le cas, qu'est-ce qui reste complètement aberrant en France, 15 ans, 20 ans après? On a le temps là. Ce qui reste pour moi de plus étonnant, de plus aberrant ou de plus incompréhensible. N'avez toujours pas réussi à élucider, à comprendre, à apprivoiser. Non, j'associe Prague. Moi, j'associe Prague, c'est très... Ah oui, j'associe Prague. Alors, les curiosités, c'est par exemple... mais ça, c'est du détail. J'avais pas l'impression... Je me suis vraiment... Peut-être parce que j'avais vécu 6 mois à New York avant d'arriver... Je suis pas une grande voyageuse, mais il se trouve que j'ai beaucoup voyagé dans un temps très, très court. Mais à New York, j'ai adoré ces 6 mois d'études à New York, mais je me sentais vraiment larguée. C'est agréable. Mais enfin, j'étais pas à la maison, ça c'est sûr. Je suis arrivée à Prague, je ne sais pas expliquer pourquoi.
Parce que la ville en 93 n'était pas encore hyper accueillante. Et ben, je me suis sentie à la maison. Je me suis sentie revenue. Mais ça, si j'avais fait Paris-Prague, je n'aurais peut-être pas eu ce sentiment. Mais comme j'ai fait New York-Prague, je me suis sentie rentrée à la maison. Donc après, je dirais que tout ce qui me frappait comme incongru, c'est plutôt du détail par rapport à ce sentiment premier, et dont je ne me suis jamais vraiment départie. Donc, ce qui m'a étonnée, si au début, je me rappelle, et je n'ai pas lu cet extrait-là, mais ce qui me fascinait, voilà, c'était ce sentiment, pourquoi est-ce que je ne sais pas où je suis? C'est-à-dire, entre l'influence germanique, les pays slaves, je me rendais compte que j'étais un petit peu perdue dans ces références historiques qui étaient trop mal assises. J'avais du mal à comprendre où j'étais. Ça m'inquiétait un peu. Je trouvais ça un petit peu inquiétant. Et puis aussi, ce que je trouvais fascinant, c'est la frontière très floue, ce que moi, peut-être c'est parfaitement faux, hein, quoique je ne suis pas sûre après 18 ans, mais de cette frontière très floue entre les faits historiques et la légende. Vous avez tous les personnages de Guy Boucher, Charka, Chénic. J'arrivais jamais à savoir quelle était la part de tout ça entre Witschech, là, dans son chant et je ne sais quoi. Je n'arrivais jamais à savoir quelle était la part. En plus, il y a cette affaire de ces manuscrits tchèques, soi-disant du 8e siècle, qui sont sortis par une bande de farceurs d'intellectuels tchèques, voilà, donc qui sont des faux. Et alors voilà, cette espèce de frontière floue entre l'histoire et la légende. Il me semblait que là d'où je venais, c'était pas comme ça. Voilà. Et puis il y avait Harald Zimmermann encore. Voilà. Alors ça, je l'ai découvert plus tard. C'est un sacré farceur celui-là. Voilà ça. Après, des incongruités, la formalité. La formalité des rapports entre les gens. Par exemple, juste une anecdote, mes enfants sont allés à la maternelle tchèque, comme ils ont fait tout leur cursus à l'école tchèque. Et par exemple, donc on habille les enfants le matin pour aller à l'école. Ils arrivent à l'école, ils se déshabillent, ils mettent la tenue de l'école, plus les chaussons, parce que les chaussons c'est sacré. Donc ils mettent les chaussons et la tenue de l'école. Ensuite ils vont à l'école. À 10h ils vont au parc, donc ils mettent la tenue de sport pour aller au parc. Ils reviennent, ils remettent la tenue de l'école pour aller à la cantine. Après ils font la sieste, donc ils enlèvent la tenue de l'école pour mettre le pyjama pour aller faire la sieste. Ensuite ils remettent la tenue de l'école, et là les parents viennent les chercher, on remet la tenue de l'extérieur. Voilà. Et je me disais, mais le temps qu'on passe à changer d'uniforme, c'est hallucinant. Voilà, ça c'est des petits traumatismes au quotidien, c'est des petits chocs culturels où je me dis, qu'est-ce qui se passe? On passe son temps à s'habiller, à changer de chaussures, etc. Voilà. Mais vous voyez, c'est bénin. Des petites choses, voilà. Non mais je garde, sinon Prague, je garde... C'est 18 ans de ma vie d'adulte, donc là où mes enfants sont nés, voilà, donc je ne suis pas sûre d'avoir un regard très subjectif. Pour moi, Prague, c'est la musique, c'est l'art lyrique, le chant, c'est des choses comme ça qui sont très personnelles. Moi, j'avais l'avantage par rapport à Anne, que j'avais effectivement mon traducteur décodeur à mes côtés, mon mari est français, donc les choses qui pouvaient, ou qui auraient pu me rester complètement étanche, il expliquait, voilà, il traduisait, mais reste je pense, là, mon quotidien reste quand même une surprise. Je peux m'étonner de vivre en France. Enfin, c'est un fait que c'est possible. Les 18 ans, les premiers 18 ans dans un pays où vous pouvez sortir que dans une seule direction quand on vous l'autorise dans telle et telle condition, le fait de pouvoir vivre ailleurs par un choix personnel pour des raisons complètement, voilà, c'est quelque chose que je garde comme une surprise précieuse. Très souvent, je me dis, mais c'est formidable. Après, les incompréhensions du français et de la France ajoutent à cette surprise. Ça reste toujours quelque chose. Je peux râler, j'ai appris à râler en français. Sur la France. L'intégration est réussie. L'intégration est réussie. Voilà. J'ai pas tous les codes toujours par exemple, quand les gens se reçoivent, justement, alors les Tchèques ne se recevaient pas trop, donc là, on n'a pas besoin des codeurs parce qu'il n'y avait pas d'invitation, donc voilà. Par contre, en France, parfois, on se reçoit, donc il y a les codes, il y a des hiérarchies, on fait comme ceci, on fait comme cela, on présente,
on arrive à l'heure parce que c'est le gigot, voilà, donc il ne faut pas arriver en retard parce qu'après la viande est trop cuite. Enfin bon, c'est des choses qu'on apprend comme ça, qui sont amusantes, qui sont... Parfois, il y a ce formalisme-là que toi tu trouves dans des vêtements, on le trouve peut-être à table ou dans les codes dans la société, mais la France, enfin, cette France-là m'amuse toujours, enfin, je suis toujours séduite par la France et je ne m'ennuie pas. Voilà. Et je ne sais toujours pas pourquoi je l'aime, pourtant, et je pense que le jour où je saurai, peut-être j'irai vivre ailleurs, je sais pas. Donc, je cultive cette inconnue un peu. Voilà. Et puis la France m'a donné la langue, je dois dire que la langue française, alors là, ça c'est aussi inapprenable, donc le défi est permanent et tous les jours, et donc c'est très bien, j'aime cette langue. Vous avez décrit des choses qui nous parlaient aussi à nous un petit peu de 93 jusqu'au début des années 2000. Maintenant, on est en 2015. Qu'est-ce que vous écriviez? Je pense qu'on serait encore plus... on a fini, la dernière lettre, c'est à la mort de Václav Havel en 2011. Donc c'est une lettre à laquelle je tiens beaucoup. Enfin, elle décrit 3 petites rencontres très furtives qui n'ont aucune importance pour Václav Havel, mais qui étaient très importantes pour moi, les moments où je l'ai croisé dans des situations tout à fait banales, mais voilà, qui ont été vraiment importantes pour moi. Et je pense qu'on mettrait encore davantage l'accent maintenant sur l'Europe, sur le manque peut-être de cette idée qu'on est quand même un continent, qu'on a quelque chose en commun, enfin, c'est un sujet qui reste, qui préoccupe, qui grandit dans nos têtes, parce qu'on en parle beaucoup. Et je crois que ce serait le sujet... Bon, après, sur le plan familial, voilà, les enfants qui grandissent, donc dans quel monde on les laisse partir, qu'est-ce qu'on a préparé pour eux, comment ils vont se débrouiller dans ce monde-là. Enfin, ce sera ça, certainement, des sujets à réfléchir, à mettre sur papier. Oui, c'est vrai que avec le temps, en vieillissant, je pense qu'on parlerait, si on ne vivait pas si près, donc on ne s'écrit plus. On parle beaucoup politique, la teneur, on en parle un peu ici, mais au milieu de lettres beaucoup plus personnelles, de découvertes, etc., tout azimut. Mais je pense qu'on parlerait beaucoup plus, ce serait peut-être un peu plus ennuyeux, on parlerait beaucoup plus politique et de nos inquiétudes, mais je crois un peu que, voilà, comme tout le monde, en Europe, la période n'est pas très claire. Donc, oui, je pense que ce serait... Non, mais je sais ça. Pourquoi il n'y a pas d'illustration c'est dommage. Oui. Alors, je pense que la réponse est valable pour les 2 pays. Il y a des coups qui sont assez importants quand on fait des illustrations dans le livre. Et je pense que là, il y avait le texte qui prévalait. Et je pense qu'on construit un livre illustré différemment qu'un livre comme ça. Enfin, ça aurait été un autre livre. Mais oui, première fois. On s'est envoyé des dessins, oui. des mails, des fichiers attachés. Ou des choses oui, il y avait cette idée, cette tentative, évidemment, les photos, pas forcément, mais voilà, on en parle, on se dit, et puis il y avait des dessins, des bouts de partition, les cartes postales, les petites images de madame. J'ai une lettre déprimée d'hiver où je délire sur Joseph Lada et sur ses illustrations. Donc si le lecteur n'a pas en tête ce que c'est qu'une illustration de Joseph Lada, la lettre est un petit peu, j'imagine, compliquée. Pour les Tchèques, non, elle est extrêmement claire, parce qu'évidemment pour les Tchèques, on a des images dans la tête, et les Français doivent imaginer. Donc voilà. Vous trouvez sur Internet
Voilà. Quand je dis déprimé, c'est-à-dire que Joseph Tada agit comme antidépresseur, on s'est compris pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est très positif ma référence à Joseph Tada. Sur une note un peu plus personnelle, vos conjoints se connaissent, ou un lien d'amitié s'est créé entre vos deux familles, vos enfants respectifs se connaissent? Se connaissent. Ils sont bilingues de deux côtés? Alors, il y a un spécimen ici. Chez Anne, c'est plus compliqué que ça. Parce que, peut-être, tu peux expliquer vos voyages linguistiques. Ben, mon mari est américain, donc voilà, les enfants sont franco-américains, pragois. Donc on avait trois langues à gérer. Et mon fils qui est là, donc il a fait un bac intermédiaire. On est revenu en France en fait un peu pour ça, pour mettre un petit peu à faire comment dire, harmoniser un petit peu ses connaissances de ces langues. Parce qu'il parlait parfaitement français, il n'écrivait pas, donc il fallait à un moment donné. Voilà. Et Raphaël est en licence d'allemand et de tchèque. Voilà. Non, mais nos maris se connaissent. Ces deux cow-boys, enfin, ils se ressemblent quelque part aussi. Donc voilà. Ils ne se sont jamais échangés de lettres. Non, un peu. C'est pas les femmes aux cuisines, c'est les femmes au stylo, et puis voilà, les messieurs ils font d'autres choses. Et juste parce que je connaissais bien votre librairie en Prague, pourquoi cette idée? Alors, déjà avant, votre mari était dans le domaine où oui, il avait dirigé une librairie à New York pendant longtemps. Il avait dirigé l'American Center à Paris, boulevard Raspail. Et donc c'est, voilà, on va dire, un homme de culture. Et puis il a décidé, le mur est tombé. Il en avait marre de Paris, comme il a toujours vécu. Pour lui, les langues, là où il est, ça n'a pas grande importance. Il est très libre de... Voilà, il admirait beaucoup Havel. Il pensait qu'il avait fait le tour de Paris. Il voulait avoir à nouveau cette expérience d'avoir une librairie internationale, mais cette fois à lui, pas la gérer pour le compte de quelqu'un d'autre. Et donc il cherchait où, en Europe, monter cette librairie internationale. Et il a choisi Prague. Donc il a vendu son appartement parisien. Il a pris sa vieille 4L pourrie, là, dont je parle. Et il est arrivé à Prague, il ne savait pas dire. Alors, c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues très très bien, donc il est. Quand même, je pense que s'il savait aujourd'hui la difficulté du tchèque, je ne sais pas s'il serait allé. Mais il savait dire ni oui ni non. Hein. Mais il parle très bien l'allemand, il est américain, il parle parfaitement français, etc. Il parle parfaitement espagnol. Donc, il n'avait pas peur de. Enfin, 6 mois de tchèque, donc on a fait tous les deux un cours de 6 mois de tchèque en arrivant à Prague, ça vous donne un tout petit kit de survie, hein, c'est vraiment basique. Mais il a ouvert sa librairie internationale comme ça, très seul, en se débrouillant, voilà. Mais il a choisi Prague à cause de l'amour du livre, de la culture livresque pragoise, et puis de Havel, et puis c'est dit Prague, la plus belle ville européenne, au cœur de l'Europe, et il ne voyait pas comment il pouvait se tromper. Voilà. Peut-être une question un peu technique ou presque professionnelle. Est-ce que vous étiez bien accueilli aussi par le milieu des vendeurs de livres ou des sociétés qui vendent des livres à Prague? Ou est-ce qu'ils ont vu en vous une concurrence? Quelle était la relation entre votre librairie et les autres libraires à Prague? Aucune. Mais il n'y avait absolument pas de problème. Enfin, s'il y avait un problème, c'était quand même compliqué techniquement organisé. Mais les grandes maisons d'édition américaines, anglophones en tout cas, et françaises, elles sont arrivées à Prague, en tout cas, et sans doute dans le reste de l'Europe de l'Est, très très vite. Et donc il y a des représentants qui représentaient plusieurs maisons d'édition américaines ou anglaises.
ou françaises qui passaient à la librairie. Donc, après, il y avait l'acheminement des livres, etc. Les circuits n'étaient pas encore bien balisés, donc ça c'était un petit peu compliqué. Mais disons que des représentants passaient voilà, à la librairie. Et donc Alexandre devait faire ses commandes. Là, ça s'est bien passé. Et quant aux autres libraires pragois, Knihomola était une vraie librairie internationale. C'est-à-dire que ce n'était pas bilingue, ce n'était pas tchéco-anglais. Il y avait une section française, une section allemande, une section hongroise. Il avait même, Alexandre, mais comme dit, c'est un cow-boy, hein, mais il avait même un dictionnaire catalan, enfin un truc improbable qu'on n'a pas vendu, japonais-catalan, vous voyez. C'est pour le style. Ce qui était bien à ce moment-là, c'était probablement première librairie, enfin vous devez le savoir, où vous pouviez toucher le livre, ouvrir le livre et ne pas avoir cette espèce de barrière entre le vendeur et les étagères. Donc c'était assez unique. Il y avait de très très beaux livres de design, d'architecture, des super grands livres. Et c'est vrai que le Tchèque était très très respectueux et il n'osait pas feuilleter. Je pense que comme le truc valait 5000 couronnes, ils avaient trop peur qu'on dise « Ah, vous l'avez touché !» Mais donc Alexandre disait « Mais non, non, je vous en prie. » Et ça, c'était... Et moi, j'ai de très beaux souvenirs à la librairie. Donc c'était une librairie internationale, véritablement. D'ailleurs, il y avait un bistrot en dessous et on avait de la musique live le soir, etc. Et chaque communauté, il n'y avait pas beaucoup d'endroits encore de sortir à Prague pour la communauté d'expatriés. Et donc c'était un endroit assez vivant, je crois. Et où chacun, oui, trouvait un peu de sa littérature. Mais on voyait aussi des Tchèques qui parlaient espagnol, qui parlaient allemand. Alors souvent des gens assez âgés, mais un monsieur par exemple avec une connaissance des langues étrangères extraordinaire, mais qui avait été un petit peu frustré peut-être dans la communication, beaucoup étaient guides, etc. Mais moi je me rappelle d'un monsieur qui était arrivé, un monsieur qui avait peut-être 60 ans à l'époque, et qui me parlait, il est venu d'abord avec une rose pour m'offrir une fleur, pour nous remercier d'avoir ouvert cette librairie, c'était un moment touchant. Et il parlait, moi c'était du français écrit du 19e siècle. Alors, bonjour madame, mon virgule, alors vous avez ouvert une librairie internationale, merci beaucoup de ce cadeau pour Prague, etc. Et c'était vraiment une langue très... il avait gardé son français dans la bibliothèque, il m'avait dit. Voilà, il y avait deux petites grand-mères, je raconte ça, des dames qui avaient 80 ans, elles étaient folles de Len Deighton. C'est un écrivain de polar anglais. Et alors, il y avait en poche toute la collection de Len Deighton. Et elles étaient excitées comme deux puces, comme ça. Il y avait des moments extraordinaires. C'est fini ? Bon.